Bonsoir. Je ne peux vous dire que nous progressons vers une situation de plus en plus dangereuse. C'est un jour de mobilisation sociale et qui a été précédé par la réception par Madame Borme de l'intersyndicale. Et évidemment, elle a maintenu son conviction qu'il faut passer à une retraite de 64 ans. Alors, l'intersyndicale n'a pu que refuser, et il a été prouvé que diviser pour régner, ça ne marche pas. Nous sommes dans l'impasse en ce qui concerne la situation sociale. Dans l'impasse, dans une situation où on brutalise le travail, dans une situation où les Français ont le sentiment que le 49.3 a été dévoyé, il a été utilisé pour que le système du gouvernement fasse passer une loi sans l'approbation du Parlement. Avant, on utilisait le 49.3, mais pour consolider une majorité. Cette fois-ci, c'est pour se passer du Parlement, dévoyer la Constitution elle-même. Nous sommes dans une impasse en ce qui concerne la guerre en Europe. La paix, on ne la voit pas venir. Nous sommes dans un ordre de choses où les Américains sont prêts à mourir jusqu'au dernier des Européens, et les Européens jusqu'au dernier des Ukrainiens, qui se font hacher menu. C'est horrible à dire, mais c'est comme cela, par l'artillerie russe. Donc nous sommes dans une situation de plus où c'est le réarmement partout. C'est une situation de risque planétaire, de risque de conflit planétaire. Et enfin, le système financier qui est la source de ces impasses, ce système financier occidental, ce système de l'oligarchie financière occidentale, ruine le travail, détruit l'économie et porte atteinte aux ressources de la nature. Alors, on peut dire que la solution, et il faut le dire, ne peut être qu'un système financier et monétaire international qui rétablisse la priorité à ce qui est utile à l'homme, à ce qui est meilleur pour l'homme, et mettre l'argent au service des infrastructures, au service de l'éducation, au service de la recherche, au service de tout ce qui est utile pour nous tous, et que la paix soit basée précisément sur ce nouvel ordre gagnant-gagnant d'un intérêt mutuel. Alors, le président de la République, Emmanuel Macron, sera en Chine actuellement. C'est une grande chance, ce serait une grande occasion, mais elle risque d'être tout à fait gâchée. Pourquoi ? Parce qu'il a voulu que vienne avec lui Ursula von der Leyen. Alors, Ursula von der Leyen, elle a signé un communiqué commun avec le président des États-Unis, Joe Biden, le 10 mars, disant que la Chine était non seulement un rival systémique, comme le dit l'Union européenne depuis longtemps, mais même un rival stratégique. C'est une mauvaise lettre introduction pour venir en Chine. Et Emmanuel Macron ne donne pas le sentiment d'être indépendant, en venant avec elle, d'une Union européenne qui elle-même est dépendante de Washington et de l'OTAN. Ursula von der Leyen a aussi annoncé la création de nouvelles mesures de contrôle des investissements des sociétés européennes hors de l'Union européenne, hors de l'UE, pour éviter, dit-elle, la fuite de technologies intelligentes et sensibles de l'Europe vers la Chine. C'est penser en termes de blocs, c'est penser en termes d'amis-ennemis, et c'est très dangereusement se mettre dans la même orientation que celle des États-Unis, qui essayent à tout prix d'empêcher que la Chine dispose des puces pour les microprocesseurs et les semi-conducteurs de l'avenir. La société qui fait la lithographie extrême de ces puces, qui est la société ASML, qui est une société néerlandaise, s'est vue interdire d'exporter ces machines les plus modernes dont elle dispose, de les exporter en Chine. Donc Ursula von der Leyen fait l'écho à ce que déjà les États-Unis ont de leur côté décidé. Donc c'est partir en Chine pour Emmanuel Macron avec Ursula von der Leyen, en grande partie pieds et poings liés. Et j'ai ici une situation très claire d'un diplomate en poste important à Pékin
qui dit « Les pays européens les plus alignés sur Washington, dans le cadre de l'OTAN, vont se retrouver dans le discours de von der Leyen, pas forcément les autres. » Donc de plus, on veut affirmer l'unité de l'Europe en partant avec von der Leyen, et on exhibe des États désunis d'Europe. Alors on dit oui, mais on pourrait penser qu'Emmanuel Macron va faire en sorte qu'un message soit transmis de Xi Jinping à Zelensky en Ukraine. Non, c'est très difficile à concevoir parce qu'on voit mal quelle influence peut avoir à ce stade Emmanuel Macron avec cet attachement à l'OTAN, à l'Union européenne, à Ursula von der Leyen. Alors de notre côté, évidemment, il y a 53 des principaux industriels français qui se trouvent en Chine, industriels et aussi des producteurs de biens de consommation. Nous avons les Airbus, je crois que c'est 332 Airbus vendus avec 2 contrats à la Chine, c'est très important. Nous avons Valeo pour tout le domaine de l'écologie, nous avons aussi Air Liquide, nous avons toutes ces grandes entreprises françaises. Là, il y a un espoir, mais quel espoir avoir si on a bloqué l'accord global d'investissement réciproque entre la Chine et l'Union européenne, ce qui est le cas aujourd'hui. Et ce n'est pas von der Leyen qui va aider à le débloquer. Donc on est dans une situation où on est pris comme si au piège de quelque chose qu'on n'arrive pas à remettre en cause. À l'intérieur de la France, Borne et sa vision qu'elle propage, qu'elle est contrainte de propager, je dirais, d'un affrontement classe contre classe, car c'est bien ce qui est en cause. Ce sont d'un côté les possédants, qui essayent d'associer à leur possession les diplômés, et de l'autre côté l'ensemble du peuple. Donc on ne peut pas faire un état de droit sur cette base, où à la légalité du vote, avec le 49-3, du non-vote, de la réforme des retraites, s'oppose à la légitimité qui est la majorité, la très grande majorité, sans doute 90% du peuple français qui s'oppose à cette réforme. Donc on est dans un système tout à fait bancal et qui n'est pas capable de réagir, de faire ce qu'il faut face au cours de l'histoire actuelle à l'international. Et à l'international, ce sont des néoconservateurs qui sont au pouvoir, des serviteurs de l'oligarchie financière, dont le but, et dans un récent discours, la présidente de l'Institut Schiller, Elga Zepp-Larouche, a montré, dont le but final, c'est celui qu'avait Zbigniew Brzezinski, quand il était aux affaires aux États-Unis, c'est de démembrer la Russie. Alors, c'est pas sur cette base qu'on peut aboutir à une paix. Et, en fin de compte, après avoir, disons, endigué ou démembré la Russie, on s'en prendrait à la Chine. Et les Chinois le savent bien. Donc ce n'est pas Emmanuel Macron dans les conditions où il va qui peut changer les choses. Alors il faudrait évoquer ici le discours prononcé le 1er septembre 1966 par le général de Gaulle à Phnom Penh. Qu'est-ce qu'il disait à cette époque en s'élevant contre la guerre du Vietnam menée par les Américains? Il disait « La France doit avoir les mains libres ». Et Macron ne part pas avec les mains libres. Et à moins que le monde ne roule, disait de Gaulle, vers une catastrophe, seul un règlement politique pourra rétablir la paix. Alors, ce règlement politique, eh bien, c'est ce qui doit être recherché. Mais il ne peut pas être recherché en prenant parti pour un bloc et en essayant de négocier au nom de ce bloc. Bloc contre bloc, c'est fini si on veut la paix. Les pays du Sud, c'est ce qu'ils réclament, du Sud planétaire. On l'appelle le Global South, je préfère terme français, le Sud planétaire, qui veut avoir deux choses, le droit au développement économique et également la libération de l'emprise financière auquel il est soumis. Et on rêverait de ce point de vue que Macron reprenne les bases, les fondements de son discours qu'il avait prononcé, son excellent discours, le 8 janvier 2018, lorsqu'il était à Qi'an en Chine, où il pensait que les deux grandes civilisations sont la France et la Chine pourraient aller de pair et ensemble rêver à un futur, au futur qu'il faudrait mettre en place. Avec ce nouvel ordre économique, monétaire, financier, cette coopération, ce développement mutuel. Alors il n'est pas en position de le faire, et c'est très grave. C'est très grave. Parce qu'on ne peut pas passer à un projet nouveau d'un ordre supérieur en permettant la conjonction
des opposés, la coïncidence des opposés. C'est-à-dire de régler à un niveau supérieur ce qui ne peut pas l'être à un niveau inférieur. Comme disait Einstein, on ne peut pas résoudre un problème dans les termes où il est posé. Il faut par l'intuition, par la création, passer à un niveau supérieur. Et là, on est bloqué. Or, ce niveau supérieur, c'est celui que nous défendons. C'est une société basée non pas sur la monnaie, non pas sur la finance, mais sur la production réelle de biens. Et comment on produit de nouveaux biens qui brisent un blocage à un certain stade de développement? Eh bien, c'est par la découverte de nouveaux principes physiques, par une société de chercheurs et d'explorateurs, dont les applications technologiques permettent, par le principe de moindre action, de produire davantage et mieux. Et à ce moment-là, d'accroître la capacité d'accueil dans le monde. C'est une densité de flux d'énergie plus élevée, d'énergie et de technologie. Et densité, ça veut dire produire plus et mieux par être humain, par surface et par matière apportée. Et c'est là qu'est la clé de l'économie du futur, la clé de la vraie écologie, celle qui maîtrise les conséquences de ce qu'on fait et qui sort par le haut d'un dilemme. Cette forme de production qui permet d'épargner quelque part et le travail humain et la nature pour produire plus et mieux, eh bien, elle permettra d'accroître la capacité d'accueil sur la Terre, le potentiel de densité démographique relatif, comme nous le disons, c'est-à-dire d'avoir le potentiel, la possibilité de nourrir, d'entretenir plus d'êtres humains qui vivront mieux à l'avenir. C'est là qu'est la solution, et il faut discuter de principes qui permettent d'aboutir à cette solution. C'est une nouvelle architecture de développement économique mutuel entre pays dans le monde. Nous avons élaboré à l'Institut Schiller, avec nos amis de l'Institut Schiller, ces 10 principes. C'est la souveraineté nationale, la vraie, celle qui donne son pays en exemple pour les autres, pas identitaire, qui cache, qui retient, non, ou qui protège. Quelque chose qui développe, qui fait un développement mutuel et qui permet d'associer d'autres pays à sa propre souveraineté. C'est l'éradication de la pauvreté, c'est une éducation et une santé publique de niveau suffisant assurée pour que cette économie du futur soit mise en place et assurée pour tous dans tous les pays du monde. C'est augmenter l'espérance de vie. Alors, on voit bien que l'espérance de vie, elle a augmenté dans un pays, c'est la Chine, parce qu'elle a appliqué à peu près, par les nouvelles routes de la soie, le principe gagnant-gagnant. Elle a appliqué ces principes, ces orientations. Et il faut aller au-delà. Au-delà, c'est aller vers quelque chose qui concerne l'ensemble de l'humanité et la notion même de travail humain. Et c'est ce qui est en jeu dans le mouvement social, aujourd'hui, dans notre pays. C'est pour ça que c'est si important. Ça veut dire une conception du travail qui n'est pas un travail qui est fait par un contrat entre quelqu'un qui possède et quelqu'un qui lui accepte d'être payé par lui pour pouvoir vivre ou survivre. Non, ce n'est pas ça le travail. Le travail, c'est participer à la production de biens d'utilité sociale, d'une valeur d'usage de biens social. C'est ce qu'Ambroise Croizat, qui était le père de la sécurité sociale, appelait le salaire de toute une vie. Et où la retraite, ce n'est qu'un salaire différé. Et c'est un droit établi par rapport à la production. Ce n'est pas un bienfait accordé, c'est un droit. Comme la paix dans le monde, c'est aussi un droit. Et c'est en cela que ce que nous répétons, non à la casse sociale, non à la guerre mondiale, c'est une seule et même chose, c'est une cohérence qui est ce qui est nécessaire pour le salut commun, pour avoir un avenir, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, et pour le bien commun pour lui-même. Pour cela, il faut passer d'une conception qui est aujourd'hui géopolitique, où les gagnants, et en particulier les forces de l'oligarchie, voudraient rafler toute la mise, au détriment des autres, contre les autres, et avec une idéologie, nos amis, nos ennemis, les blocs. Bien non, il faut une conception d'action, et d'action géoéconomique, où l'économie telle que je l'ai esquissée, tenté de le définir, c'est l'économie du développement mutuel. C'est l'économie physique et humaine d'un développement mutuel. Et c'est pour cela qu'il faut se battre
Alors que l'économie actuelle, je le répète, qui est financière, et cette économie de finance brise l'être humain, détruit la nature et l'économie. Alors, comment le penser? Il faut le penser d'abord par rapport au monde, et par rapport à son pays, et par rapport au rôle que la nation peut jouer dans le monde. C'est cela la souveraineté. Avoir une certaine idée de la France. Une certaine idée de la France qui n'est fixée ni principalement à son sol, à son territoire, ou à ses origines ethniques ou sociales ou raciales. Non, c'est fixé à une idée dans le temps et dans l'histoire avec une culture, une langue, un développement. Et c'est cette nation-là qui doit s'associer à d'autres nations pour un bien commun entre elles. Ça a été la base du traité de Westphalie de 1648. C'est aussi la base des discussions à l'intérieur de la France des États généraux. Des États généraux de l'Ancien Régime, de la monarchie, qui ont abouti à ce que devrait être notre Parlement et qui a été dévoyé au sein même de la République par ceux qui ont essayé de faire du Parlement leur chose, ou alors à le dominer. C'est la trahison, depuis la mort du général de Gaulle, de la constitution de la Ve République. On peut discuter de cette constitution, mais on l'a complètement trahie, parce qu'il n'y a plus d'espace pour la délibération publique. Et le référendum qui était prévu pour confirmer la légitimité du chef d'État n'est pratiquement plus pratiqué, et quand il a été pratiqué, comme en 2005, on a violé ces termes. Donc il faut rétablir, en particulier par le référendum, mais pas seulement, cette possibilité de bouillonnement, de respiration démocratique de dirigeants avec leur peuple, et que chacun dans le peuple, et comme on disait à un moment, chacun dans le peuple ait la possibilité de devenir à son tour un dirigeant. Et c'est cela la République. Et une République qui doit être à la fois une République d'État-nation, nationale, mais qui en même temps doit porter en elle les germes d'une République universelle. Et c'est cela la France. C'est cela toute la tradition de la France qu'elle a défendue, y compris contre l'occupation nazie. Or aujourd'hui, nous sommes soumis à une occupation financière et culturelle dont il faut nous libérer. Et c'est en vue de se libérer que nous devons penser à la fois en termes de notre nation, avec tout ce qu'elle a comporté, tout ce qu'elle a donné dans notre histoire, et de ce qu'elle peut donner pour parvenir à un accord international de développement mutuel, le pont terrestre mondial. Et ce pont terrestre mondial, c'est une version beaucoup plus étendue que la nouvelle route de la soie de la Chine, mais avec des moyens financiers beaucoup plus importants. Alors qu'aujourd'hui, on voit des centaines de milliards, des milliers de milliards, des centaines de milliers de milliards qui vont vers de l'argent fictif, vers de la fausse monnaie. Là, cette monnaie doit être attirée vers la rémunération du travail, de l'équipement, du changement, de la transformation mutuelle, en mesurant ses conséquences sur la nature, bien entendu. Donc on doit changer quelque part, complètement, d'orientation pour répondre à l'ambition à la fois des pays du Sud planétaire et de notre propre peuple. Le peuple français et les peuples du Sud planétaire ont un même intérêt, celui de développement mutuel. Donc voilà ce qui est l'approche nécessaire pour faire face à cette situation d'impasse dans laquelle je vous parlais au départ, et qui est extrêmement dangereuse, parce que l'impasse nous mène vers l'inconnu qui peut être le pire, l'extension jusqu'à un conflit planétaire ou la désintégration dans le chaos financier. Donc, je dirais simplement, pour finir, que dans ce contexte, il faut identifier son pays par rapport au rôle qu'il peut jouer dans le monde. Mais il faut aussi identifier soi-même par rapport au rôle qu'on peut jouer par rapport à son propre pays et aussi avec son pays dans le monde. Donc ça suppose un état d'esprit qui n'est pas un état d'esprit d'identité fermée, mais qui est un état d'esprit de résolution souveraine associée aux résolutions souveraines d'autres États. Et je pense qu'on doit réfléchir sur les principes très vite, parce que la situation est grave dans le monde, sur ces principes, et recomposer en France un horizon politique dans lequel
les forces qui sont attachées à ce futur, comme celles qui en 1945 étaient associées dans le Conseil national de la résistance, établissent cet horizon mutuel, quitte après à ce qu'on se dispute sur les moyens d'y parvenir. Je suis personnellement favorable à des moyens beaucoup plus sociaux et à la République sociale. Mais en même temps, cette urgence, Conseil national de la résistance. Donc, nous devons penser en ces termes, ce que je voulais vous dire ce soir, si on veut faire face à la gravité de la situation, et vous devez, pour qu'on puisse continuer à pousser plus loin les choses, de toute façon nous survivrons, mais notre mouvement Solidarité et Progrès, mais survivre ne sert pas à grand-chose, nous voulons vivre, nous voulons le pouvoir vivre pour communiquer cette passion à tous, et afin que se développe cet état d'esprit qui est réalisé, faire vivre, faire République. C'est ce que je voulais vous dire ce soir.